Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Culture dans la bonne humeur. Pourquoi toujours commencer par cette intro? Le public veut aller droit au but. Aujourd'hui, nous plongeons dans un scandale victorien aussi sulfureux qu'hypocrite, le scandale de la maison close homosexuelle de Cleveland Street. Alors, ce n'est pas qu'une simple histoire de coucherie avec des nantis qui jouent les bons pères durant l'office du dimanche. Non, non, non. Cela aura des répercussions et sur la prostitution en Angleterre et sur l'image de la couronne. Sexe, abus de pouvoir, chantage, le tout dans une société ultra rigide. Sortez le popcorn, on voit ça tout de suite. L'ère victorienne n'est pas une période rose pour l'Angleterre. On parle d'une société rigide, cadenassée, policée. La femme doit avoir la taille fine et le teint de porcelaine, sans maquillage. En gros, tu mets du mercure sur le visage et tu te perfores les organes avec un corset. Elle doit être douce et muette. Avec monsieur qui lui-même doit faire preuve de retenue. Contrairement à une idée reçue, le sexe n'était pas tabou, pour peu que cela se passe entre époux hétérosexuels. Voici les 2 points clés de l'histoire. La prostitution féminine est tolérée comme un mal nécessaire, mais ces dames n'ont aucune protection légale. Bien au contraire. Quant à l'homosexualité, elle est vivement condamnée. Alors, c'est en général 2 ans de prison, assortis ou non de travaux forcés. Allez comprendre, on se disait peut-être quand les occupants, ça allait leur passer. Les Anglais ne se gênent d'ailleurs pas pour fustiger ouvertement la France, qui se veut légalement plus tolérante sur la question de l'homosexualité. Alors imaginez une maison close homosexuelle en plein Londres dans un quartier chic. Oh, sortez les chips, on va pas s'ennuyer. En novembre 1889, le North London Press titre qu'une maison close homosexuelle aurait été découverte par la police et que les clients constituent la crème de la haute société. Les prostituées seraient de jeunes télégraphes et le journal en rajoute une couche en expliquant que la presse était au courant depuis des mois, mais qu'elle se tait pour mieux protéger les coupables. Car parmi les clients se trouverait entre autres le prince Albert Victor, fils aîné du prince de Galles, et Lord Arthur Somerset, un militaire de haut rang. Alors, l'article fait boule de neige, les autres journaux s'en mêlent, c'est le début d'un scandale sans précédent mettant à mal la monarchie, mais aussi la police accusée de faire 2 poids, 2 mesures. Alors, le pire pour les policiers, c'est qu'au départ, ils étaient sur une affaire qui n'avait rien à voir. C'est parti! En juillet 1889, l'agent de police Luke Hanks enquête sur un vol au Central Telegraph Office de Londres. Et il met la main sur Charles Swinscoe, un jeune garçon de télégraphe de 15 ans en possession de 14 shillings, l'équivalent de plusieurs semaines de salaire. Alors, à l'époque, les messagers n'étaient pas autorisés à transporter de l'argent personnel durant le service pour éviter que celui-ci ne se mélange avec l'argent du client. Donc comment se fait-il que ce garçon ait une somme déjà beaucoup plus importante que son propre salaire et qu'en plus ce ne soit pas celui d'un client? Voilà, il y a anguille sous roche. Tout naturellement, l'agent Hanks se dit que le garçon est appliqué et l'emmène au poste pour interrogatoire. Swinscoe, tremblant de peur, crie à son innocence. Il n'a pas volé cet argent, il l'a gagné. Il se prostitue pour un certain Hammond, propriétaire d'un bordel pour hommes au 19 Cleveland Street. Il a été présenté à Charles Hammond par un employé du bureau de poste général, Henry Newlove, 18 ans, qui non seulement se prostitue à Cleveland Street, mais en plus est l'amant d'Hammond. Dans la lancée, il dénonce 2 jeunes télégraphistes de 17 ans, George Alma Wright et Charles Ernest Tigbroom. Alors, l'agent Hanks obtient des déclarations corroborantes des 2 garçons et grâce à celles-ci, des aveux de Newlove. Il remonte le tout à ses supérieurs, l'inspecteur détective Frédéric Aberline prend le relais, mais première erreur, personne n'inculpe tout de suite Newlove. Sans doute l'histoire aurait été bien différente s'il l'avait fait. Tranquillement, Aberline se rend à la maison close le 6 juillet avec un mandat d'arrêt contre Hammond et Newlove. Oui, mais la porte elle est fermée à clé. Hammond a fui. Aberline arrête Newlove chez sa mère.
Entre sa déclaration à Hanks et son arrestation, New Love a eu le temps d'aller à Cleveland Street prévenir Hammond, qui depuis se planque chez son frère. Non mais entre nous. Mais à quoi s'attendait la police, hein? Et New Love, ce garçon plein de ressources, va faire tranquillement éclater le scandale. Il demande, avec une pointe d'insolence non feinte, pourquoi il se retrouve au commissariat alors que ses clients, des hommes de grande valeur, se promènent libres dans Londres. Et là, Aberline et ses collègues commencent à se dire qu'ils ont mis le doigt là où il fallait pas. New Love sort des noms. Lord Arthur Somerset, chef des écuries du prince de Galles. Henry Fitzroy, comte d'Aston, ainsi qu'un général de l'armée britannique. Ça commence à sentir mauvais. Interrogé avec des pincettes, Lord Somerset, pour l'instant, s'en sort tranquillement. La police organise la surveillance de la maison close et note tous ceux qui tapent bien inutilement à la porte. Et effectivement, New Love n'a pas menti. Hein. Des nobles, de grands industriels, enfin du beau linge. Hein. On raconte même que le prince Albert en serait. Et là, ça devient délicat. Peut-on arrêter la machine judiciaire déjà mise en branle ? La police met la main sur le gérant du lupanar, un certain Vec. Et là encore, le nom de Somerset revient. Les policiers veulent l'arrêter, le lord chancelier bloque les poursuites. Et au moment où enfin le mandat d'arrêt est délivré, coup de théâtre. Averti, Lord Somerset s'est enfui à l'étranger après avoir en plus tenté d'acheter le silence d'un des jeunes télégraphistes. Ah oui, non, mais parce que les jeunes, ils acceptent de témoigner pour écoper de peines plus légères. 4 à 9 mois de travaux forcés. Et 60 suspects sont identifiés, 22 fuient le pays. Quant à notre ami New Love, il sera encore, mais cette fois-ci indirectement, responsable du scandale dans la presse. Bon, c'est toujours pareil, la presse a des informateurs et au début, tout le monde savait, mais personne n'en parlait par égard pour le statut des clients. En même temps, tu me diras, tu es journaliste et tu n'as pas envie de te mettre à dos quelqu'un qui peut briser ta vie. Oui, enfin, personne n'est fou sauf un, Ernest Park. Rédacteur en chef de l'obscur hebdomadaire politiquement radical, le North London Press, eh bien, il a vent de la condamnation de New Love. Il se demande pourquoi les condamnations sont aussi légères. Il creuse un peu et jackpot. Il publie un article où, à la différence de ses confrères, eh bien lui, il cite les noms, dont celui du comte d'Aston, qui va le traîner en justice pour diffamation. Park est condamné à 1 an de travaux forcés. En attendant, la presse anglaise fait son chiffre d'affaires. Quant à la presse française, elle se régale. Exactement comme nous, hein. Forcément, une telle information devait traverser la Manche et les Français s'y donnent à cœur joie sur l'hypocrisie victorienne. Bon, le scandale alimente l'idée selon laquelle l'homosexualité est un vice aristocratique qui corrompt les jeunes hommes des classes inférieures. Et alors, vous verrez que cette perception aura malheureusement des conséquences désastreuses pour la suite. Prenons Oscar Wilde. Quelques années plus tard, cette vision va jouer en sa défaveur lors de son célèbre procès pour homosexualité. En même temps, il avait été un peu trop sûr de lui, hein. Son insolence ne lui a pas porté chance. La bonne nouvelle, c'est que les féministes vont s'emparer de l'affaire pour exiger la réglementation de la prostitution en Angleterre. Oui, ça pourrait arranger les travailleuses du secteur. Quant au prince Albert, supposé client et dans tous les cas protecteur de Somerset, il sera raillé sur sa sexualité même après sa mort. Et certains pensent que l'hypothèse selon laquelle il serait Jacques l'Éventreur viendrait du scandale de Cleveland Street. Un des plus grands mystères de l'histoire, qui est Jacques l'Éventreur? Si cette question vous intéresse, vous connaissez le mode opératoire. Un petit commentaire en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!